Chères Maliennes, chers Maliens, chers amis, je vous présente le programme de Mali Amber Détaillé, un programme pour le Mali, pour les Maliennes et les Maliens. Ce programme se base sur des priorités que nous avons identifiées. Et dans cette vidéo, je ne vous parlerai que de ces priorités. Les autres points du programme sont disponibles sur mon site internet habibdambele.com, sans accent. Ce programme se veut lucide, réaliste et honnête vis-à-vis de vous. En entendant le mot priorité, une liste d'au moins 50 priorités peuvent venir en tête en moins de 5 minutes. Par exemple, le développement économique, l'augmentation des revenus des Maliens, l'amélioration de la santé des Maliens, la dynamisation de la vie civique, l'amélioration des services sociaux, l'amélioration des infrastructures, nos routes, nos rails, l'accès à l'emploi, l'accès à l'eau potable, surtout dans les régions du Nord, la fin des délestages pour ceux qui ont accès à l'électricité, l'accès à l'électricité pour ceux qui n'ont pas accès à l'électricité, la salubrité publique et développement sanitaire, la lutte contre le paludisme. Voyez-vous, mes amis, je n'ai pas assez de salive pour énumérer toutes ces choses à régler, à gérer, à améliorer, et je ne sais pas si vous avez assez de crédit sur votre téléphone pour écouter la liste des problèmes qui minent le Mali. Notre pays a vraiment beaucoup de besoins de tous les côtés. Et je serais malhonnête si je vous disais ou si je vous laissez croire d'une manière ou d'une autre qu'en 5 ans, nous serions à mesure de régler ces problèmes. Je vous mentirais si je vous faisais cette promesse de faire en sorte que le Mali devienne aussi développé que Dubaï ou que la Suisse dans un délai de 5 ans. Oui, je vous mentirais, mais je vous assure que toute personne promettant cela vous mentirait aussi. En effet, mes chers compatriotes, chers amis, pour relever le Mali, il faudra procéder avec méthode, détermination, endurance et professionnalisme. Parmi vous, je retrouve ces qualités tous les jours. Donc, mes chers compatriotes, en premier lieu, je vais vous proposer que nous nous attaquions aux sources du problème, car si les racines d'un arbre sont malades, ce n'est pas en traitant les feuilles que le problème va se résoudre. Si une maison n'a pas de fondation nécessaire pour qu'elle tienne debout, pourquoi dépenser son énergie et son argent à la décorer alors qu'elle peut tomber au premier coup de vent? Nous pouvons recevoir tout l'argent du monde. Si nous ne savons pas le gérer, ça ne sert à rien d'en avoir. Nous pouvons recevoir tous les cadeaux du monde en provenant d'autres pays plus fortunés. Les ponts, les hôtels, les hôpitaux. Si nous ne sommes pas en mesure de les construire nous-mêmes ou de les entretenir nous-mêmes, ça ne sert à rien. Et vous savez quoi? Au fond, je crois que je ne vous apprends rien. J'ai même la certitude que je ne vous apprends rien. Je vois tous les jours que les Maliens sont patients et souhaitent des solutions durables à leurs problèmes. Lorsque je regarde de quelle manière de nombreux Maliens qui ont entendu parler de Mali Amber Détaillé se sont mobilisés pour les valeurs que défend notre mouvement, et en si peu de temps, ils l'ont fait par pure conviction qu'il faut de réelles solutions aux problèmes et que leur dignité n'a pas de prix. Ce sont des femmes et des hommes, même les plus jeunes, qui font preuve d'une telle maturité et qui acceptent la patience, car ils savent que sans cela, tout serait un éternel recommencement. Ces personnes ont rejoint notre mouvement sans demander de contrepartie en dehors de notre patriotisme et de notre travail. Ces personnes ont choisi de travailler avec une personne comme moi au profit atypique dès lors qu'elle ne travaille que pour les intérêts de son pays plutôt que de soutenir une personne aguerrie en politique qui travaille pour ses propres intérêts. Ces personnes qui nous ont rejoints sont des femmes qui ont un travail à plein temps, qui doivent s'occuper de leurs enfants et même parfois de leurs maris. Mais ces femmes prennent de leur temps et elles se libèrent du temps pour créer un comité ou un club en soutien au mouvement Mali Amber Détaillé. Ces personnes sont, par exemple, des jeunes à Bougouni, des jeunes à peine sortis de l'enfance et qui prennent leur avenir en main
en se réunissant les dimanches dans les salles de classe, en plein Ramadan, alors qu'ils pourraient se divertir de tellement de manières en faisant des choses de leur âge. Ces personnes sont des compatriotes qui ont du mal à joindre les deux bouts financièrement, mais qui se lèvent et rejoignent ce mouvement, en sachant qu'ils ne vont pas avoir de t-shirt, de chemise, de sucre, de thé, qu'ils n'auront pas de billets de 5 000 ou même de 2 000. Alors qu'en ce mois de Ramadan, le prix des denrées est le plus élevé de toute l'année. Ces Maliens-là ne se lèvent pas pour protester. Ils se lèvent pour bâtir le Mali dans la continuité de ce qui a fait la grandeur de notre pays, tout en prenant en compte l'évolution des temps. Ses sœurs et ses frères sont venus spontanément. Ils se sont mobilisés, ils se sont rencontrés, ils ont créé des comités à travers le Mali et même en dehors. Ils ont dit non à la décoration de la maison et ils ont dit oui à la mise en place des fondations pour un Mali solide. Ils ont compris que toutes les choses qu'on peut leur proposer et qui ne peuvent pas régler les problèmes du Mali sur le long terme ne servent à rien, sauf à se satisfaire pendant une durée très brève, parfois aussi brève que le temps de la digestion. Ils ont accepté de faire preuve de patience et d'endurance. J'ai toujours cru en la valeur des Maliens, mais là, je dois vous avouer, mes chers compatriotes, et vraiment, je n'exagère pas, je dois vous avouer que chaque jour, je vois au moins un groupe de Maliens qui prend des initiatives qui dépassent tout ce que j'avais pu planifier ou imaginer. Mais je suis engagé avec la conviction que les Maliens ont une intelligence et une force à ne pas sous-estimer et surtout que leur sens de l'honneur n'est pas tombé aux oubliettes. Je pense humblement que je n'ai pas à vous prouver l'étendue de l'amour que j'ai pour le tissu social malien et la culture malienne. Cela pourrait faire l'objet d'un autre discours dont je ne connais pas la durée, car la mise en valeur de la société et la culture malienne m'a pris toute une vie de travail. Pour en revenir au programme, je vous le redis en toute lucidité, tous les problèmes du Mali ne peuvent pas être résolus en 5 ans. Mais nous devons commencer par la source. Donc, ce que je nous propose, c'est d'agir par ordre de priorité. Je vous ai dit qu'il fallait commencer par les fondations de la maison. C'est vrai. Mais cela ne veut pas dire que lorsque la maison brûle, il faille la laisser brûler. Nous avons conscience qu'il faut éteindre le feu au plus vite et que des mesures d'urgence doivent être prises, notamment sur le plan sécuritaire. Dans ce programme, la toute première des priorités, c'est la bonne gestion des affaires du pays. C'est la bonne gouvernance. Comme nous procédons par priorité, il est important de vous expliquer pourquoi nous estimons que tel ou tel aspect est plus prioritaire qu'un autre, car je vous assure que dans nos choix, nous ne voulons pas de laisser pour compte. Mes chers compatriotes, comment un chef de famille malien qui touche le strict minimum peut espérer économiser de l'argent ou même juste subvenir aux besoins de sa famille si, pour chaque démarche administrative, même la plus simple, on lui soutire de l'argent. Même pour la simple démarche de se déplacer d'un point A à un point B, il peut tomber sur un policier qui va lui confisquer ses papiers pour n'importe quelle raison.
pour un acte administratif gratuit, on nous facture. Pour un service tel que la délivrance d'un certificat de résidence, certains représentants de l'État vont encore facturer 1000 francs, alors que la seule obligation est de payer un timbre fiscal de 400 francs. Comment pourrais-je promettre aux Maliens que la somme d'argent qu'ils auront dans la poche à la fin du mois va augmenter, alors que ce problème-là n'est pas réglé? Avec toutes ces dépenses imprévues qui font un trou dans le portefeuille des Maliens, c'est impossible. C'est impossible. Sans parler de la santé. Dieu sait à quel point la santé au Mali m'est chère. Comment voulez-vous que notre système de santé s'améliore s'il est mal géré? Si pour voir un médecin dans un délai humain, il faut verser des dessous de table sous peine de ne pas être traité, sous peine de mourir. Il y a tellement de vies précieuses qui ont été perdues à cause de notre système de santé défaillant. Je suis certain que chacun d'entre vous aura un exemple d'un être proche parti trop tôt à cause de ce système. Aussi important que le système de santé me soit, je vous l'affirme, il est impossible que celui-ci s'améliore s'il est mal géré au plus haut niveau. Si un patient sans argent est forcé par un médecin d'aller acheter ses médicaments chez un pharmacien, ami ou cousin de ce médecin, où les produits sont peut-être plus chers que dans une autre pharmacie, et que l'État ne fait rien de concret pour lutter contre ça, le système de santé ne pourra pas s'améliorer. Comment pouvons-nous espérer lutter contre le paludisme si les fonds reçus des organisations internationales de santé sont au mieux mal gérés ou au pire détournés? Et les infrastructures? Comment voulez-vous que je vous promette des routes reliant un village à l'autre si les marchés publics sont octroyés aux plus offrants sous la table? Si nous n'exigeons pas systématiquement un transfert de compétences comme condition d'attribution des marchés, ces transferts de compétences pourraient permettre à nous, Maliens, d'acquérir les connaissances pour continuer de travailler de manière autonome. Si nous ne pensons même pas à l'entretien et à la maintenance des infrastructures. Comment voulez-vous que je promette l'accès à l'eau potable à travers le Mali si rien n'est fait pour empêcher le détournement de fonds destinés au développement rural? Mes chers compatriotes, sans une vraie gestion des affaires publiques, c'est-à-dire sans une vraie gouvernance, ce pays ne peut rien faire. Il sera comme une personne qui ne sait pas nager et qui dépense toute son énergie à gigoter dans tous les sens, mais qui n'avancera pas tant qu'elle ne fait pas les bons mouvements. Voilà, mes chers amis, la première priorité que nous avons identifiée pour le Mali, c'est sa bonne gestion, sa bonne gouvernance. Les actions de notre programme en matière de gouvernance et de gestion du pays sont les suivantes. Et je vous précise, entre parenthèses, que les efforts vont être fournis au sommet de l'État, car les populations maliennes ont déjà beaucoup travaillé et elles ont consenti à trop de sacrifices en comparaison avec le pouvoir. Il est temps que cela change et que l'État prenne exemple sur sa population qui passe son temps à se serrer la ceinture et à faire preuve de créativité. Donc, voici les actions du programme en matière de gestion du pays. Le premier volet est d'éviter les gaspillages. En matière de bonne gestion du pays, notre premier projet
est d'éviter les gaspillages en commençant par le plus haut niveau de l'État, c'est-à-dire la présidence et le gouvernement. Pour cela, les actions que nous allons mettre en œuvre sont les suivantes. La première mesure est que nous allons être transparents sur les revenus perçus par le président de la République au titre de ses fonctions. Au moins une fois par an, nous allons rendre public les montants versés à la présidence de la République en expliquant à quoi ces sommes sont affectées et faisant une comparaison avec les montants versés les 6 années précédentes. Cela vous permettra de juger vous-même dans quelle mesure les dépenses ont été réduites. Attention, la transparence ne signifie pas que nous allons vous envoyer des montagnes de documents que seuls les économistes et les experts de la finance pourraient comprendre. Vous voyez, sous prétexte de transparence, il existe une pratique qui est de publier en vrac une multitude de documents plus indigestes les uns que les autres et inaccessibles à des personnes non expertes. Ce n'est pas ce que nous voulons faire. Ce n'est pas ce que nous allons faire. Nous allons communiquer les chiffres de manière accessible et compréhensible et en les expliquant dans les langues du pays de manière à ce que l'information puisse être comprise à travers le pays. La deuxième mesure contre les gaspillages est que nous allons encadrer strictement les dépenses au niveau des ministères. Pour cela, nous allons limiter les déplacements inutiles des ministres. Aujourd'hui, il est assez fréquent de voir des ministres assister à des événements qui ont peu de rapport ou aucun rapport avec leur ministère. Par exemple, nous avons pu voir des ministres autres que le ministre de la Culture s'afficher à des festivals purement culturels ou des concerts. Nous préférons que nos ministres travaillent dans le cadre du rôle qui leur a été assigné. Nous préférons que les ministres voyagent en dehors du pays uniquement si leur mission l'exige et pour la durée strictement nécessaire à l'accomplissement de leur mission. Nous pensons que les emplois du temps des ministres peuvent être mieux gérés et que la planification de dernière minute est à éradiquer, sauf cas de force majeure. Cela pourrait, encore une fois, éviter les gaspillages causés par des annulations de conférences, des annulations de vols ou des réservations de dernière minute. Par ailleurs, nous allons édicter et mettre à exécution des règles claires concernant les frais généraux engagés par les ministres afin de nous assurer que les ministres ne soient pas tentés de s'octroyer des avantages qui dépassent le cadre de leur mission ou de concéder à leurs amis et cousins des biens ou services aux frais de l'État, donc aux frais du contribuable malien. La troisième mesure contre les gaspillages est que nous allons réduire le nombre des ministères. Aujourd'hui, nous comptons 36 ministères et je vous propose de passer à 26 ministères. Ce sera 10 salaires de ministres en moins. Si nous partons du principe qu'un ministre coûte au minimum 2 millions de francs par mois en émoluments et en frais divers pris en charge par l'État, en retirant 10 ministères, nous récupérons 20 millions de francs par mois, ce qui fait 240 millions de francs par an. Vous imaginez ce que cela représente en comparaison avec les budgets en équipement d'un hôpital ou le budget d'un village. Comme je le disais, nous avons 36 ministères.
nous allons fusionner les ministères suivants. Nous allons fusionner le ministère du Travail et de la fonction publique et le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. Un seul ministre suffit pour gérer le travail et l'emploi et nous ne comprenons pas pourquoi un ministère du Travail et un ministère de l'Emploi ont été créés séparément. Nous allons fusionner le ministère des droits de l'homme d'une part et le ministère de la justice d'autre part. Nous allons fusionner 3 ministères qui portent sur l'éducation de nos enfants. Ce sont le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Ces 3 ministères peuvent être fusionnés en un seul ministère de manière à réduire les coûts évités, les dépenses évitables. Nous allons fusionner le ministère des collectivités territoriales avec le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Nous allons fusionner le ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable et le ministère de la santé et de l'hygiène publique. Nous allons fusionner le ministère de l'habitat, de l'urbanisme et le ministère de l'aménagement du territoire et de la population. Nous allons fusionner le ministère de l'agriculture et le ministère de l'élevage et de la pêche. Nous allons fusionner le ministère du développement industriel et le ministère des infrastructures et de l'équipement. Nous allons fusionner le ministère du tourisme, de l'artisanat et le ministère du développement local. La 4e mesure contre les gaspillages est que nous allons faire intervenir 5 contrôleurs indépendants pour surveiller de près les dépenses au niveau de la présidence et au niveau des ministères. Pour assurer l'indépendance et l'absence de laxisme, ces contrôleurs seront externes au gouvernement et les conclusions de chaque contrôleur seront examinées par un autre contrôleur indépendant. De plus, afin d'éviter aux contrôleurs d'être influencés pour cause de proximité avec un ministère, ils travailleront sur le mode de la rotation sur des périodes de 6 mois maximum. Enfin, pour éviter toute collusion, les contrôleurs pourront être nommés à partir de n'importe quel pays d'Afrique. La compétence, l'expérience et la bonne moralité seront les seuls critères de recrutement. Bien sûr, nous nous assurerons de ne pas dévoiler des secrets d'État. Vous allez peut-être dire qu'il est préférable de recruter Maliens, mais vous connaissez tout autant que moi les dégâts causés par le copinage au plus haut niveau de l'État. Nous devons faire cesser cela et changer les habitudes. Quand les habitudes auront changé, peut-être pourrions-nous revoir cette approche. Et puis, nous avons beaucoup à apprendre de nos voisins. Deuxième volet, que l'exécutif s'exécute. Toujours dans le cadre de notre première priorité, qui est la bonne gestion du pays, notre deuxième volet exige que le travail soit fait au niveau du gouvernement. Le gouvernement représente le pouvoir exécutif. Nous voulons que l'exécutif s'exécute. Première mesure, nous allons confier les fonctions cérémoniales aux représentants traditionnels afin que le gouvernement ne s'occupe que de gouverner et que les membres du gouvernement passent moins de temps dans les cérémonies diverses et variées.
le pays est dans une telle situation de crise que nous ne pouvons pas permettre à nos ministres de jouer des fonctions symboliques. Les fonctions symboliques sont importantes, mais pour cela, nous avons suffisamment de représentants traditionnels issus de notre culture qui est immensément riche. Nos représentants traditionnels peuvent se charger de cela. Et d'ailleurs, il faut les valoriser, car sans eux, notre héritage est en péril. Et sans notre culture, que sommes-nous? En dehors du ministère de la Culture qui doit en effet assister à de nombreuses cérémonies, il faut rendre leur lettre de noblesse à nos représentants traditionnels qui sauront parfaitement représenter le Grand Mali dans divers événements. Il y a trop à faire, il y a trop de travail à abattre pour redresser ce pays. Les ministres ne peuvent pas tout faire et être partout et ensuite prétendre être efficaces. Deuxième mesure, nous serons tenus de travailler sur des objectifs précis et des dates limites d'exécution. Bien sûr que nous ne pouvons pas tout prévoir et tout calculer en avance, mais pour tout ce qui peut être planifié, nous allons travailler de manière suivante. Un certain nombre d'actions sera identifié et ces actions devront être réalisées en fonction d'un calendrier strict, réfléchi et réaliste. Les objectifs seront chiffrés dans la mesure du possible et un rapport sur la réalisation de ces objectifs dans les délais impartis sera systématiquement fourni en préparation du Conseil des ministres. Ceci est très important pour nous, car nous voyons trop fréquemment des lois qui ne peuvent pas être mises en application. Ces lois qui sont votées par le pouvoir législatif, c'est-à-dire par les députés de l'Assemblée nationale, prévoient que pour leur bonne exécution, des décrets doivent être publiés afin de préciser les modalités d'application de la loi. Pourtant, dans de nombreux cas, les décrets prévus par la loi ne voient jamais le jour et la loi reste lettre morte. Ceci peut même être une menace pour la démocratie. Et je vais vous donner un exemple très concret de menace à la démocratie. La loi électorale a été promulguée en 2016. Cette loi prévoit dans son article 149 que pour être candidat aux élections présidentielles, il faut la signature d'au moins 10 députés ou 5 conseillers communaux dans chacune des régions et du district de Bamako. La loi ne précise pas si ces signatures de conseillers communaux sont requises dans les régions de Kidal, de Taoudoni et de Menaka. Pourtant, quand est-ce qu'il y a eu des élections communales dans ces régions? Quand? Comment avoir des signatures de conseillers communaux si ces derniers n'existent pas? La loi ne précise pas quelle forme de signature doit revêtir. Mais par contre, la loi précise que toutes les informations seront détaillées dans un décret pris en Conseil des ministres. Vous savez quoi, mes chers compatriotes? À la date du 10 juin 2018, le décret n'a toujours pas vu le jour, alors qu'un chronogramme avait prévu sa apparition le 9 mai 2018. Cependant, on demande aux candidats de présenter leur signature entre le 28 mai 2018 et le 30 juin 2018, soit 25 jours ouvrés, sans compter les vendredis après-midi. Comment cela est-ce possible pour des candidats qui, comme moi, tentent de recueillir les signatures au niveau communal pour essayer d'avoir la réponse
Combien de fois ai-je dû me rendre personnellement au ministère de l'administration territoriale pour ne recevoir aucune réponse et pour revenir aussi ignorant que je l'étais au petit matin. Mon équipe a fait des recherches sur le site du ministère de l'administration territoriale et on a trouvé des pages écrites en, en latin et une vidéo de la campagne de la campagne 2012 de Barack Obama. Excusez-moi. Le gouvernement, en ne permettant pas à des lois aussi importantes d'être exécutées, pose une réelle menace pour notre démocratie. À l'heure où je vous parle, où je vous déroule mon programme, je n'ai pas les informations me permettant de connaître la liste des régions dans lesquelles les signatures doivent être réunies. Je n'ai pas cette information car le décret qui devrait fournir cette information n'est jamais sorti et nos sollicitations sont restées sans réponse. Nous allons faire cesser ces pratiques. Nous allons faire en sorte que le pouvoir exécutif rende les lois exécutables. Nous allons faire en sorte que chaque loi prévoyant des décrets d'application donne lieu à la signature des décrets dans les 6 mois de la promulgation de la loi pour que nous n'ayons plus de lois qui ne puissent pas être mises en pratique. Nous avons tellement de lois restées lettres mortes. Nous allons mettre fin à cette pratique de faire des lois de dernière minute, telles que la révision de la loi électorale qui a été promulguée le 23 avril 2018, c'est-à-dire 14 semaines avant les élections prochaines, et avec une mesure de dernière minute qui est de remplacer les cartes NINA par des cartes biométriques. Alors qu'après 10 ans, de nombreux Maliens sont encore en attente de leur carte NINA. Comment, en 14 semaines, des cartes biométriques peuvent être distribuées à toute la population malienne qui a fait leur avec au Mali et à l'étranger. Pourquoi attendre la dernière minute? Cela, une fois de plus, menace notre démocratie. Nous allons mettre fin à cette pratique. Nous allons mettre de la logique dans nos calendriers. Troisième mesure, nous allons instituer des formations obligatoires au sein du gouvernement pour que les ministres et tout le personnel des ministères puissent être à mesure de fournir des services aux Maliens à la hauteur de ce qui est attendu par une grande nation. Cela permettra également d'apporter une plus grande cohésion au sein du gouvernement grâce à des méthodologies comprises de tous. Si un ministre a sa manière de travailler et si chaque membre du personnel a une autre manière de travailler, cela peut bloquer l'avancée du travail et les malentendus seront nombreux. Les formations généralisées pourraient apporter de la clarté et éviter les confusions. Et je vais vous dire, mes chers amis, chers compatriotes, en toute humilité, moi-même, j'effectuerai toutes les formations nécessaires que mon emploi de temps me permettra de suivre, car il ne faut jamais cesser d'apprendre. C'est quelque chose que j'ai compris par mon métier qui m'impose d'apprendre sans cesse. Même à mon âge, je dois apprendre les pensées politiques de personnes ou de mouvements qui ont changé le cours de l'histoire. Si j'avais cessé d'apprendre à l'âge de 20 ans ou à la sortie de l'école, quel type de personne serais-je aujourd'hui? Je suivrai moi-même les formations nécessaires car il n'y a pas d'école ou de cursus universitaire de préparation de la présidence de la République. Ceci est mon engagement. Quatrième mesure, avec toutes les mesures que nous venons de décrire et qui auront pour effet de vous donner un gouvernement de qualité,
Nous allons limiter les remaniements ministériels. Nous pensons que 5 remaniements en 5 ans, c'est bien trop et que cela ne peut pas permettre une bonne continuité du travail commencé par un ministre qui a quitté ses fonctions. Nous pensons que 5 premiers ministres en 5 ans, ce n'est pas nécessaire. 5e mesure, nous allons mettre en œuvre le droit de regard que le peuple malien a sur les actions du gouvernement. L'état des choses actuelles est que pour avoir une copie d'un projet ou d'une proposition de loi, il faut avoir de grands talents d'espion et il faut avoir des informateurs. Même les juristes sont démunis. Souvent, il faut se déplacer physiquement auprès des institutions. Le Mali est un très vaste pays, donc ça veut dire que fatalement, nos frères qui habitent loin de Bamako n'ont pas accès à l'information. D'ailleurs, nous voyons même des journalistes qui, lorsqu'ils arrivent à mettre la main sur un projet de loi, crient au scoop et mettent un nom de leur journal sur le papier, comme si le papier leur appartenait en bien propre, alors que ces documents appartiennent à tous les Maliens. Ce qui veut dire que l'on prive le peuple de toute participation au débat démocratique. L'état des choses actuelles est que même si l'adage dit que nul n'est censé ignorer la loi, la réalité est que trouver des textes de loi et les textes auxquels la loi fait référence peut s'avérer aussi difficile qu'une chasse au trésor. L'accès à certains codes, comme le code de la route, par exemple, est payant. L'état des choses actuelles est qu'il n'y a pas un seul ministère qui a un site internet à jour et la plupart des ministères n'ont même pas de site internet. Ceci renforce l'opacité des activités du gouvernement. Nous pouvons même voir des sites internet des ministères avec des photos de ministres qui ont quitté le gouvernement. Nous allons mettre fin à cela. Nous allons faire en sorte que chaque ministère ait un site internet mis à jour au moins une fois par semaine et dévoilant aux Maliens toutes les informations relatives aux activités actuelles et à venir du ministère. Nous allons mettre un portail en ligne et mis à jour quotidiennement avec tous les projets de loi, toutes les propositions de loi, tous les amendements échangés pendant les débats. Cela permettra aux journalistes de mieux faire leur travail d'information de la population. Nous allons intégrer dans ce portail tous les numéros du journal officiel afin qu'ils soient librement téléchargés et tous les codes en vigueur. Nous allons rendre gratuit le téléchargement de tous les codes. De cette manière, toutes les lois et tous les décrets et autres actes du pouvoir exécutif seront disponibles au plus grand nombre. Toujours dans le cadre de notre première priorité, qui est la bonne gestion du pays, la bonne gouvernance, le troisième volet est que nous allons nous donner les moyens de nous battre contre la corruption. Mes chers amis, mes chers compatriotes, je vous ai beaucoup écouté, surtout depuis ces 12 derniers mois, et je pense que je n'ai absolument rien à vous apprendre sur la situation du pays en matière de corruption. Chacun d'entre nous a vécu les conséquences de ce fléau dans sa chair. Donc, il n'est pas nécessaire de remuer le couteau dans la plaie. Passons-en tout de suite aux mesures. Première mesure,
nous allons réellement mettre en œuvre le principe de tolérance zéro. Tous ceux qui me connaissent un peu savent que je suis un homme de consensus, un homme de dialogue et que les conflits me mettent mal à l'aise. Mes états d'âme et mes sentiments, je ne peux pas lutter contre, c'est ma nature. Par contre, ce que je contrôle, ce sont mes actes. Mes chers compatriotes, même si ça me fend le cœur d'avoir à sanctionner des gens autour de moi, sachez que cela me fait 1000 fois plus souffrir de voir mon pays, mon beau pays, sombrer dans le chaos à cause de la corruption impunie. Cela me fait encore plus souffrir de voir des braves Maliens obligés de recourir à leurs bras valides ou invalides pour entreprendre des travaux près de chez eux et qui relèvent de la responsabilité de l'État. Il y a tellement de quartiers où ce sont les populations maliennes qui posent des ralentisseurs ou, comme on dit ici, des gendarmes couchés sur les routes afin d'éviter qu'on fauche leurs enfants. Et combien de villages ont vu arriver l'électricité uniquement grâce à l'initiative de simples citoyens qui se sont réunis en association. Et tout cela car l'argent est détourné. L'État faillit dans sa mission et ne rend aucun compte. Et ne me dites pas que l'État n'a pas les moyens. Car quand il s'agit d'accueillir le sommet France-Afrique, tout d'un coup, les travaux sont entrepris. Mais pour qui? Pour les Maliens? La justice est tellement inefficace que les Maliens ont commencé à se faire justice eux-mêmes. Regardez dans le centre du pays. Mes chers amis, oui, c'est vrai que je n'aime pas punir, mais je déteste encore plus les conséquences de l'impunité. Je m'engage donc solennellement devant vous à mettre fin à l'impunité. Même si cela me met mal à l'aise, même si cela me fait mal, car un être humain reste un être humain. Je le ferai car, à côté de cela, il y a des gens qui meurent dans les hôpitaux faute de prise en charge facilitée par des dessous de table. Il y a des gens qui perdent leur procès contre toute attente pour des raisons qu'aucun d'entre nous n'ignore. Il y a des jeunes personnes talentueuses et qui pourraient apporter tant à notre pays, mais elles ratent leur concours et leur avenir est compromis. Et vous connaissez les raisons. Toutefois, nous souhaitons condamner dans la dignité et après un jugement équitable. Nous souhaitons pardonner et donner une seconde chance seulement quand la peine aura été purgée. Par contre, nous ne voulons pas piéger les gens. Ce n'est pas dans notre intérêt de piéger. Quand on tend des pièges, pour être sûr qu'ils fonctionnent, on met un appât. Ça veut dire que l'on crée la tentation juste par désir sadique d'attraper la personne et dire « haha, je t'ai eu ». En se frottant les mains, je n'encourage personne à agir comme cela. Non. En nous battant pour la bonne gouvernance et contre la corruption, nous allons nous efforcer d'éliminer toute tentation d'agir de manière illégale. Deuxième mesure. Au niveau du gouvernement et de la haute fonction publique, nous allons empêcher la création d'officines par les proches des ministres dès lors que ces officines ont pour objectif de gagner des marchés publics. Nous allons identifier les sociétés existantes qui ont candidaté pour des marchés publics et nous allons nous assurer de l'absence de conflit d'intérêts. Troisième mesure. Nous allons soumettre la présidence et les membres du gouvernement ainsi que leurs conjoints et
leurs enfants mineurs à une déclaration annuelle de patrimoine. Pour les membres du gouvernement et la présidence, la déclaration sera publique. Et pour les membres de leur famille qui n'ont pas de mandat public, la déclaration sera privée et elle sera examinée par l'autorité anticorruption et antifavoritisme dont nous allons parler très prochainement. Quatrième mesure, nous allons soumettre chaque parti politique à une déclaration annuelle de la provenance de leur financement. Cette déclaration sera examinée par l'autorité anticorruption et antifavoritisme dont nous allons parler tout de suite. Cinquième mesure, nous allons mettre en place une structure anticorruption et antifavoritisme qui sera indépendante, permanente, gérée par des professionnels expérimentés dans ce domaine et dont les pouvoirs seront de définir et de mettre en œuvre des mesures préventives sur l'ensemble du territoire, de superviser les administrations et services publics dans l'élaboration de leurs mesures anticorruption, d'enquêter et de sanctionner les activités interdites, de lutter contre le népotisme et le favoritisme, et de protéger les lanceurs d'alerte. Sixième mesure, nous allons équiper les citoyens pour que, à leur échelle, ils puissent dénoncer et qu'ils puissent lutter contre la corruption. Nous allons le faire de la manière suivante. Nous allons instituer à travers le pays des campagnes d'information dans toutes les langues du Mali, à la télévision et à la radio, afin que les citoyens maliens connaissent leurs droits et les prix réels des services administratifs. Nous allons mettre en place un numéro gratuit à composer par les administrés pour qu'ils puissent dénoncer toute demande de paiement indu faite par des fonctionnaires. Nous allons faire en sorte que chaque fonctionnaire qui a un contact direct avec un administré porte un badge avec son nom, son prénom et le nom de son service afin que tout fonctionnaire ressentant la tentation de demander une somme indue à un administré sache que cet administré aura des éléments suffisants pour le dénoncer. Nous allons mettre en place des antennes locales anticorruption dont l'objectif sera de traiter les plaintes formulées et d'enquêter. Septième mesure, nous allons réévaluer les salaires des fonctionnaires et le mode de perception de leurs revenus. En effet, nous sommes loin d'être insensibles aux raisons qui poussent certaines personnes à entrer dans la corruption. Ça peut être dû au retard de paiement des fonctionnaires. Il y a aussi le facteur où on peut se dire tout le monde prend, si je ne prends pas, je suis bête. Et le facteur où on peut nous dire tout le monde se sert et toi, tu ne te sers pas, tu es bête. Maintenant, je m'adresse à mes frères maliens et à mes sœurs maliennes qui prennent indûment cet argent de la part des administrés. Quelle que soit la raison pour laquelle vous prenez cet argent de personnes qui ont peut-être moins que vous, est-ce que cela peut vous profiter vraiment? Regardez l'état du pays actuellement. Nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons travailler ensemble. Quand l'État sera de nouveau en marche, vous-même, vous verrez que vous vivrez mieux et que vous serez mieux payés. Mais il faut nous aider. Je vous tends la main. Le Mali appartient
à vous aussi. Je disais qu'il était nécessaire de réévaluer les salaires des fonctionnaires et surtout de les payer en temps et en heure, car il est clair que le niveau des salaires de certains de nos fonctionnaires est inacceptable. Nous prévoyons donc, grâce à la fin des gaspillages au niveau du gouvernement et des administrations, et grâce à la baisse de la corruption, nous prévoyons de revoir les salaires et d'améliorer les conditions de travail des fonctionnaires et surtout de mieux encadrer leur travail. Nous prévoyons cela, mais nous restons intraitables sur l'interdiction de la corruption. Mes frères et sœurs maliens, je ne veux pas vous faire de promesses en l'air en vous disant que vous constaterez le changement en tout début de mandat. Mais je peux vous assurer que les effets vertueux se feront ressentir à travers le pays avant la fin du mandat. Et mes chers compatriotes, ce sera pour du long terme. Priorité numéro 1, toujours, bonne gestion du pays. Maintenant, 4e volet. Mettre fin au népotisme, au copinage et promouvoir la méritocratie. Les mesures s'appliquent à tous les niveaux de l'État, que ce soit au niveau de la haute fonction publique ou au niveau des mairies. Première mesure. Nous allons nous assurer que toute personne qui est à un poste soit la personne la mieux qualifiée pour ce poste. Les descriptions de postes devront être précises et les curriculum vitae devront être examinés par un comité de 3 personnes de services différents. Toute personne qui postule pour un emploi aura droit à une réponse, que la réponse soit positive ou qu'elle soit négative. Toute personne qui remplit les critères de présélection aura droit de passer un entretien. Si cette personne peut établir qu'elle a rempli les critères de présélection, mais qu'elle n'a pas été retenue pour un entretien, cette personne pourra alerter la structure anticorruption et antifavoritisme qui diligentera une enquête. La structure anticorruption et antifavoritisme sera en droit de vérifier les curriculum vitae des candidats reçus dans un délai de 5 jours ouvrés avant que l'administration qui recrute fasse son choix. Deuxième mesure, nous allons rendre les concours de la fonction publique justes. Nous allons rendre anonymes tous les examens écrits de concours de la fonction publique et nous allons limiter au mieux les examens oraux qui peuvent être source de favoritisme et d'autres discriminations. Troisième mesure, nous allons redonner leur place à ceux qui ont choisi la fonction publique. Nous allons nous assurer que les postes prestigieux de la fonction publique, tels que ceux d'ambassadeurs ou autres diplomates, soient réservés aux personnes qui, dans leur choix de carrière, ont choisi le service public, quitte à toucher des plus faibles revenus. Nous mettons fin à la nomination de personnes issues du secteur privé et qui ne sont pas passées par des formations dédiées à cette mission et qui n'ont pas consenti au même sacrifice. Alors, voilà, mes chers compatriotes, c'était notre première et notre importante priorité, c'est-à-dire la bonne gestion des affaires du pays, la bonne gouvernance. Je sais que j'ai beaucoup parlé et j'espère que vous me pardonnerez d'être entré dans ce niveau de détail. Je pense qu'il était important de vraiment expliquer et d'illustrer pourquoi la bonne gestion du pays est la base,
est la condition de la mise en œuvre de toute autre action que l'on voulait entreprendre au Mali. Néanmoins, mes amis, ne vous inquiétez pas, je vais être beaucoup plus bref et concis en vous déroulant les autres mesures. Notre deuxième priorité est la sécurité. Je pense que beaucoup de personnes de plus de 20 ans peuvent aisément se rappeler du temps où elles pouvaient voyager ou se promener au marché sans imaginer ou craindre la survenance d'attentats, d'enlèvements ou d'autres types d'attaques. Dans un passé plus lointain, Ibn Battuta, un grand explorateur marocain du XIVe siècle, a écrit, en parlant de son voyage dans l'Empire du Mali, « De tous les peuples, ce sont eux qui détestent le plus l'injustice. La sécurité à travers tout le pays est complète et générale. Le voyageur n'a pas plus de raison de craindre les brigands, les voleurs ou les ravisseurs que n'en ont les habitants eux-mêmes. » Fin de citation. Cette description-là est un Mali que moi, j'ai connu. Et pourtant, je ne me trouve pas si vieux que ça. Et je suis convaincu que la sécurité peut être restaurée dans ce pays que j'aime tant. D'ailleurs, tout n'est pas perdu car vous, mes frères et mes sœurs, vous n'êtes pas blasés ou désabusés face aux dérives que vous voyez. Vous n'êtes pas fatalistes. Vous avez encore la force de vous indigner quand vous voyez des crimes commis. Je vous ai vu vous lever comme une seule personne face à l'ignoble viol d'une jeune fille ou le meurtre d'une enfant albinos. La pire des choses est de banaliser le phénomène. La pire des choses, c'est d'appliquer cette phrase sombre et cynique qui dit « Un mort, c'est un drame, mais 1 million de morts, c'est une statistique. » Heureusement que nous n'en sommes pas là, et je suis heureux de voir, mes chers compatriotes, que vous n'êtes pas tombés dans l'indifférence et que vous n'acceptez pas l'insécurité. Toutefois, même si je suis optimiste, je vous ai promis un programme lucide qui prend en compte la réalité. Je vous le disais en introduction, lorsque la maison brûle, éteindre le feu est une priorité. Si nous n'avons pas de bonne gouvernance et que la sécurité n'est pas bien gérée par l'État, nous risquons de nous retrouver à essayer d'éteindre le feu avec une petite cuillère. Mais comme la situation actuelle est critique, nous allons devoir travailler tout de suite avec les moyens de bord et avec la meilleure volonté possible pour maîtriser l'augmentation de l'insécurité à travers le pays. Mais nous nous engageons quand même à travailler simultanément sur des solutions solides et à long terme afin de restaurer la sécurité dans notre pays. Voici les mesures pour lutter contre l'insécurité. Le premier volet porte sur les crimes organisés. Par crime organisé, nous faisons surtout référence au terrorisme et aux enlèvements qui touchent l'ensemble du pays. Nous entendons également les trop nombreuses attaques armées dans le nord et dans le centre du pays. La première mesure est de dynamiser la diplomatie sécuritaire. Le terrorisme n'a pas de frontières, donc nous ne pouvons qu'encourager la coopération internationale. Après plusieurs années de collaboration avec nos voisins, le G5 Sahel a vu le jour. Nous estimons que ce G5 pourrait, à minima, se transformer en G6 de manière à inclure l'Algérie qui partage plus de 2300 km de frontières avec le Mali et le Niger. Au-delà de la coopération au niveau sahélo-saharien,
Nous encourageons une action concertée au niveau de l'Union européenne si celle-ci trouve son intérêt dans la lutte contre le terrorisme et contre le financement de celui-ci. Mais attention, nous n'avons pas l'intention de nous dédouaner de nos obligations et de dire que si nous avons des problèmes, c'est à cause de tel ou de tel pays. La responsabilité de nos pays voisins est de travailler en priorité pour l'intérêt de leur population. La responsabilité des dirigeants maliens est de travailler en priorité pour l'intérêt des Maliens. Donc, si d'autres pays n'agissent pas dans notre intérêt, nous n'avons pas à le déplorer ou à nous plaindre. Nous sommes un pays indépendant et nous devons utiliser notre énergie pour devenir plus forts afin d'être à mesure de protéger nous-mêmes nos propres intérêts. Tous les continents sont affectés par le terrorisme et nous pensons qu'il est dans l'intérêt de nos voisins et des puissances étrangères de lutter efficacement contre le terrorisme. Et avant de passer à la deuxième mesure, je souhaiterais saluer la mémoire et rendre hommage à ces trop nombreux soldats maliens et étrangers qui sont tombés sur notre sol. J'ai une pensée pour leur famille. La deuxième mesure repose sur la formation de nos hommes. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que nos militaires qui sont prêts à donner leur vie pour le pays soient adéquatement préparés pour se protéger et pour nous protéger. Cela implique, entre autres, la spécialisation de certaines troupes en fonction du type de menace et du type de terrain. Cela implique également l'entraînement continu de tout le personnel militaire sans exception. Enfin, notre engagement contre la corruption s'appliquera aussi à la corruption au sein de la hiérarchie militaire. La troisième mesure est de renforcer et de moderniser notre armement. Nous devons investir dans l'armement. Vous savez, même le plus grand karatéka ne pourrait pas grand-chose contre une mitraillette pointée sur lui à 2 mètres de distance. Il tomberait net et sa ceinture noire deviendrait rouge. Quels que soient les talents de nos hommes et de nos femmes, nous devons nous assurer qu'ils sont adéquatement équipés. La quatrième mesure est de renforcer la stratégie militaire. Nous devons déployer les troupes les plus expérimentées et les mieux formées dans les zones sensibles. Nous allons faire en sorte qu'il y ait une plus grande implication des populations qui se trouvent dans les zones en crise, notamment dans le nord et dans le centre de notre pays. Les terroristes ont adapté la stratégie de se confondre avec les populations locales. Mais ces populations locales sont les premières victimes. Lorsqu'il y a des problèmes, elles sont les premières à s'exiler et à se réfugier dans les lieux où elles ne seront jamais chez elles. Nous devons travailler ensemble tout en garantissant la sécurité des personnes qui nous aident et qui connaissent bien le terrain. Dans le cadre de cette stratégie, nous devons investir dans le renseignement afin d'anticiper les attaques et afin de déjouer les pièges. La cinquième mesure est de dérouler une réelle stratégie de développement des régions du nord de notre pays. Nous avons l'accord d'Alger qui a été signé il y a 3 ans en vue d'apporter une stabilité. Ce texte fixe des objectifs inatteignables dans les délais impartis. Par contre, cet accord pose un principe que je soutiens complètement et c'est le développement des régions du nord du pays. Nous ne pouvons pas mettre en question la nécessité de développer le nord du Mali où vraiment il n'y a presque rien.
Cependant, mes chers compatriotes, il faut de l'ordre dans la manière dont cet accord appréhende le développement de nos régions du Nord. Cela fait déjà 3 ans. Et quel a été le résultat? Comme nous l'avons vu, sans bonne gouvernance au niveau de l'État, nous pouvons signer tous les traités du monde, mais ils ne seront pas appliqués. Donc, concernant l'accord d'Alger, nous souhaitons nous entretenir avec les protagonistes et nous souhaitons souligner le fait que la gouvernance sera un facteur déterminant et prioritaire. Nous allons faire un triage dans les obligations qui se trouvent dans l'accord afin que nous puissions donner une réelle visibilité et une feuille de route qui se veut réaliste s'agissant de la mise en œuvre des engagements de l'accord. Une large partie de l'accord porte sur le développement des régions du nord du pays et les mesures listées sont nombreuses telles que renforcer la fonctionnalité des cantines scolaires dans 314 établissements scolaires, tels que organiser des journées médicales, tels que effectuer la surveillance épidémiologique, tels que réaliser des forages ou tels que construire des routes entre Kidal, Gao et Tombouctou. Oui, le nord du Mali doit être développé, mais comme nous l'avons vu longuement précédemment, tout développement passe d'abord par une bonne gestion des affaires, par une bonne gouvernance. Si très peu a été fait jusqu'à présent, même avant la crise de 2012, c'est principalement du fait de la mauvaise gouvernance. Par conséquent, nous demanderons aux protagonistes de l'accord d'Alger de prendre en compte nos efforts en matière de gouvernance et de gestion des affaires du pays. Nous pourrons ainsi procéder par étapes et par ordre de priorité afin que les impératifs de développement qui se trouvent dans cet accord puissent enfin commencer à être réalisés. La 6e mesure concerne les conflits intercommunautaires, notamment dans le centre du pays. Nous allons intensifier le déploiement des forces de l'ordre en provenance de toutes les régions du Mali afin d'éviter les collisions, les conflits d'intérêts et afin d'encourager l'objectivité. Nous allons renforcer la police de proximité pour qu'elle puisse intervenir et éviter tout règlement de compte. En plus de cela, je vous ai déjà parlé de la grande importance qu'a la culture dans notre pays et je vous ai parlé du grand rôle que nos représentants traditionnels peuvent jouer dans ce pays où les anciens ont encore leur place. Il est vrai que nous devons nous moderniser, mais si le Mali a pu rester le Mali pendant tous ces siècles, si aujourd'hui au Mali l'honneur a encore une signification, si la honte peut encore tuer un homme, si le Malien ne dépense pas toute son énergie et tout son argent à essayer de ressembler à un non-malien, il faut remercier et il faut applaudir nos structures traditionnelles, nos médiateurs, nos djalis, nos chefs traditionnels, car ceux-ci ont été beaucoup plus présents que l'État. Donc, en complément du travail du gouvernement, lequel doit pleinement assumer son rôle, je compte sur nos médiateurs traditionnels pour faire entendre raison à des frères qui ont cessé de dialoguer. Ces représentants traditionnels, nous les invitons à désamorcer les tensions et à encourager le dialogue continu entre ces groupes. La 7e mesure concerne l'éducation. Nous allons traiter l'éducation plus tard, car c'est notre 3e priorité. Cependant, il faut quand même préciser ici, dans la partie sécurité de notre programme, que
sans une éducation qui permet aux jeunes de réfléchir par eux-mêmes, n'importe quel mouvement terroriste pourra les influencer en prétextant suivre la parole de Dieu. Combien de gens qui tuent au nom du Saint-Coran ont lu le Coran dans son intégralité? Combien de gens qui tuent au nom du Coran seraient en capacité de lire le Coran dans son intégralité, même s'ils le souhaitent? C'est un livre énorme, le Coran. Sans l'éducation, comment le lire? Ces personnes qui tuent au nom du Saint-Coran savent-elles combien de fois on trouve le mot miséricorde dans le Coran par rapport au nombre de fois où l'on trouve l'obligation de tuer son prochain? Le mot pardon est cité au moins 100 fois dans le Coran et le mot miséricorde apparaît au moins 200 fois. Pouvons-nous en dire autant sur l'obligation de tuer un autre être humain? Je suis loin d'être un saint, que Dieu me pardonne, et je suis loin d'être un ouléma ou autre érudit, donc je n'en dirai pas plus et je ne me permettrai pas de dire à quiconque ce dont en quoi il doit croire. Toujours en matière de sécurité, le deuxième volet porte sur les autres crimes moins organisés. La recrudescence d'actes de banditisme urbain et de crimes à travers le pays. Pour combattre ces fléaux, nous allons mettre fin à l'impunité. Nos actions de lutte contre la corruption, surtout au niveau de la police et de la justice, nous faciliteront la tâche. Nous allons contrôler le suivi des plaintes avec le déploiement d'équipes d'inspection et de suivi des enquêtes à travers les pays. Ceci est primordial. Nous allons assurer la formation continue de nos forces de police et nous assurer que les tâches qui leur sont confiées sont réalisables. Je pense que beaucoup d'entre nous avons vu des policiers dormir le poing fermé devant une banque ou un poste de péage. S'ils ont trop de travail, leur charge sera réduite. Si ce n'est pas le cas, ils seront rappelés à l'ordre. Troisième priorité, l'éducation et la formation. La troisième priorité est l'éducation et la formation au sens large. Que serait le Mali sans ces hommes, sans ces femmes, sans ces enfants, sans toutes les cultures qui composent la culture malienne? Le plus grand investissement que nos nations puissent faire est dans ces hommes et ces femmes. Toute la population et non uniquement une petite élite mieux formée que les autres. Des hommes et des femmes bien formés auront plus de possibilités de créer des richesses sur place ainsi que des emplois. Risquer sa vie dans le désert du Sahara ou dans la mer Méditerranée ne sera plus qu'une fatalité. Oui, l'éducation est une priorité et c'est aussi une urgence. Nous avons des enfants au feu rouge, au bord du goudron, qui ne vont pas nous attendre pour grandir. Si nous ne nous occupons pas de tous nos enfants, de quelle manière vont-ils pouvoir subvenir à leurs besoins et de quelle manière vont-ils contribuer à la construction du pays? Ces enfants ne vont pas nous attendre. Ils vont grandir et ils vont devenir des adultes. Que nous soyons prêts ou non. Mais il est de l'intérêt de tous les Maliens que tous les Maliens soient éduqués. Les brigands et les terroristes ont tendance à recruter chez les moins éduqués. Notre programme concernant l'éducation porte sur deux aspects. D'une part,
le savoir, c'est-à-dire l'enseignement, d'autre part, le savoir-faire, c'est-à-dire la formation. Le premier volet porte sur le savoir. La première mesure est que nous allons mettre en œuvre de manière effective l'obligation d'aller à l'école à partir de 7 ans. L'obligation d'aller à l'école dès l'âge de 7 ans existe déjà. Pourtant, les chiffres de l'UNESCO indiquent que plus de 50% de la population est analphabète et surtout les femmes. D'ailleurs, aujourd'hui au Mali, écrire un paragraphe sans faire d'erreur d'orthographe relève du miracle. Même au niveau de l'État, de nombreux textes de loi sont truffés de fautes. Pour lutter contre cela, nous allons travailler avec toutes les associations de proximité et les organisations internationales pour l'éducation afin d'écouter et de sensibiliser les familles réfractaires à la scolarisation de leurs enfants et surtout de leurs filles. Nous allons instaurer et généraliser les transports scolaires dans les zones rurales afin que les enfants n'aient plus à marcher des dizaines de kilomètres pour aller à l'école. L'école est censée pouvoir accueillir tout le monde, même ceux qui n'ont pas les jambes pour marcher. Nous allons effectuer des recrutements massifs de professeurs, qu'ils soient maliens ou étrangers. La deuxième mesure est que nous allons encourager l'utilisation à un haut niveau de nos langues nationales afin de mieux développer nos pensées. Il va sans dire que la scolarisation au Mali doit être généralisée et qu'elle doit être à la hauteur de l'intelligence des Maliens. Au Mali, comme dans de nombreux pays d'Afrique, le multilinguisme est une normalité et la pensée des individus se développe dans la langue maternelle de ceux-ci ou dans la langue véhiculaire du lieu. Certaines notions abstraites sont également posées plus aisément dans la langue maternelle, même si les autres langues sont parfaitement maîtrisées. Par exemple, de nombreux Français qui maîtrisent l'anglais ont besoin de penser en français pour faire des calculs complexes ou juste pour compter leur monnaie. Et puis, il a été établi qu'une personne qui passe un test de quotient intellectuel dans sa langue maternelle aurait un meilleur score que si elle le passait dans une autre langue. Il est donc important qu'à l'école, les enfants aient la possibilité d'approfondir leur langue maternelle afin que celle-ci devienne une de leurs langues de travail à un niveau élevé. Cela favorisera la pensée critique sur des notions et des concepts exclusivement maliens, sahéliens ou africains qu'une langue non africaine ne pourrait pas décrire et cela favoriserait l'innovation sous toutes ses formes. La troisième mesure est de promouvoir l'apprentissage des langues les plus répandues au monde afin d'avoir accès au plus de connaissances possibles. Bien qu'elles ne soient pas les langues les plus parlées, le français et l'anglais sont les langues les plus répandues sur la planète, en termes de nombre de pays. Le français étant la langue officielle, il convient de le maîtriser. Plus que cela, la maîtrise de cette langue et de l'anglais donne un accès quasi illimité à toutes sortes de connaissances provenant de plus de 90 pays. Il serait dommage de se priver d'une telle richesse. Les Maliens pourraient ainsi diversifier leur base de connaissances et mieux échanger avec l'extérieur. Cela pourrait faciliter les échanges universitaires avec les établissements du monde entier. Par conséquent, l'anglais sera enseigné aux enfants dès l'âge de 7 ans jusqu'au bac. La quatrième mesure est de promouvoir la connaissance de soi-même
et de ses origines afin de s'adapter à l'évolution du monde. Comme dans la plupart des pays, notre histoire est riche, notre quotidien est largement régi par nos traditions et par nos valeurs ancestrales, à tel point qu'il peut arriver que nous oublions l'origine de certaines traditions et que nous ayons parfois du mal à appréhender leur importance et à appréhender l'inadéquation de certaines pratiques avec la vie actuelle. Nous avons le privilège de disposer de diverses sources de connaissances permettant un accès à tout. Nous avons nos djalis, nos manuscrits de Tombouctou, les chroniques de contemporains maliens et étrangers, des historiens, des archéologues, des ethnologues, etc., etc., ce qui fait du Mali un des rares pays d'Afrique subsaharienne ayant des informations précises sur des faits historiques remontant à plus de 1000 ans. Quelles que soient les traditions préservées, adaptées ou abandonnées, il est important de les connaître ainsi que leur fondement avant de décider ce que nous allons faire de ces traditions et afin d'accueillir les changements du monde et de la société avec souplesse et sérénité sans craindre de perdre son identité culturelle. Aussi, faudra-t-il se redonner la peine de mettre toute cette richesse à la portée de tous les Maliens sous les formes les plus accessibles possibles. À cette fin, la culture continuera de jouer un rôle prépondérant. Par conséquent, nous allons demander aux chercheurs en sciences humaines, tels que les historiens, les archéologues et les anthropologues, de travailler avec nos acteurs culturels traditionnels et modernes afin que l'histoire et l'origine des traditions au Mali soient accessibles à tous et que les Maliens aient toujours un repère leur permettant d'évoluer avec leur temps. La cinquième mesure est la promotion de l'excellence. Le niveau de formation de nos enseignants est à déplorer. Aujourd'hui, il semble que le seul moyen pour des Maliens de permettre à leurs enfants de suivre des études de qualité est de les envoyer à l'étranger, par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Algérie, au Maroc, en France et pour les plus fortunés au Canada ou aux États-Unis. Cela en dit long sur notre confiance en notre système éducatif. Il convient de redonner à l'éducation nationale les moyens de répondre aux attentes de rigueur et d'excellence dans la formation de nos enfants. Nous allons encourager les partenariats internationaux impliquant des échanges de professeurs. Les enseignants seront soumis à une sélection plus rigoureuse et à des remises à niveau continu. Comme nous l'avons vu dans la partie traitant de la corruption, les examens nationaux seront anonymes et les examens oraux seront limités afin d'éviter tout favoritisme ou toute notation à la tête du client. Par ailleurs, les correcteurs des copies d'examens nationaux seront issus d'un autre cercle ou d'une autre région. Nous allons nous efforcer de créer des partenariats avec des écoles et des universités d'au moins 30 pays afin de permettre aux élèves d'étudier à l'étranger avec l'obligation de revenir au Mali pendant une durée de 2 ans, et ce, afin de lutter contre la fuite des cerveaux. Cette obligation devra être mise en œuvre par le gouvernement du pays d'accueil et le gouvernement du Mali. Toujours en matière d'éducation et de formation, le second volet est le savoir-faire. Sans savoir-faire et face à l'incapacité de mettre la théorie en pratique, le savoir ne sert pas à grand-chose. Pire, il peut être que source de frustration et de désir ou même d'obsession d'aller voir ailleurs
de l'autre côté du Sahara ou de la Méditerranée. Et bien sûr, même si le savoir est clair, le savoir ne peut pas permettre une réelle indépendance et un vrai développement s'il n'existe pas d'autonomie dans la production de richesses. Il existe des pays où de nombreux chauffeurs de taxi ont une maîtrise en droit. À quoi peut servir ce diplôme s'il n'est pas suivi d'un stage? Il est primordial qu'à tout âge et que dans tous les corps du métier, les Maliens bénéficient d'une formation de qualité et que tous y aient accès, y compris les femmes, les chômeurs, les vendeurs au marché, les étudiants, les cultivateurs, les mécaniciens, etc., etc. Nous allons exiger dans tous nos appels d'offres des marchés publics que la formation et le transfert des connaissances soient garantis. Avec le savoir et le savoir-faire, les Maliens pourront mieux travailler en sachant toujours qui ils sont, pourquoi ils travaillent et pour qui ils travaillent. Ils seront mieux à même de subvenir à leurs propres besoins et à ceux de leurs proches ainsi que de leur communauté, car ce n'est pas la solidarité qui manque au Mali. Par extension, ils poseront les briques d'un Mali plus grand et plus solide. Voilà, mes chers compatriotes, c'est tout pour les priorités que nous avons identifiées pour le Mali. Avec la bonne gestion des affaires du pays, avec la sécurité dans le pays et avec un peuple éduqué et bien formé, nous pouvons prétendre au développement et nous pouvons nous attaquer aux autres chantiers tels que le développement économique, l'augmentation des revenus des Maliens, l'amélioration de la santé des Maliens, la dynamisation de la vie civique, l'amélioration des services sociaux, l'amélioration des infrastructures, l'accès à l'emploi, l'accès à l'eau potable, la fin des délestages pour ceux qui ont accès à l'électricité, l'accès à l'électricité sans délestage pour ceux qui n'ont pas accès à l'électricité, la salubrité publique et le développement sanitaire, la lutte contre le paludisme. Vous trouverez les autres mesures sur ces points sur mon site officiel habibdambele.com sans accent et sur la page Facebook de Malié Ambeletaye. Nous avons des comités Malié Ambeletaye à travers le pays et les membres des comités pourront vous guider et vous expliquer le contenu du programme dans votre langue. Pour cela, vous pouvez nous écrire à programme@habibdambele.com. Que Dieu bénisse le Mali. Mali mi Ambeletaye.